Un peu, je sais pas si c'est ironique, voilà, tu vas nous parler un peu de scénario, et je vous laisse ceci, et je vous laisse également le micro, parce que sinon ça va être compliqué. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Mon marche bien. Merci beaucoup Aubry. Bonjour à tous, je suis très heureux d'être parmi vous aujourd'hui. Et ce qu'on va faire pour commencer cette intervention, c'est que je vais vous faire écouter un petit peu de musique. Très longtemps. Est-ce que vous voyez ce que cette musique a un petit peu de particulier? En quoi elle est un peu spécifique peut-être? Non, voilà. Il y a des gens qui sont un petit peu au courant. Non, ce que cette musique a de particulier, c'est que c'est une musique circulaire, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin. C'est une musique qui est conçue pour durer et éventuellement durer très très longtemps. Alors, je ne vais pas la faire pendant des heures, c'est pas forcément très intéressant, mais en tout cas, vous l'avez compris, c'est une musique d'attente au téléphone, c'est une musique qu'on peut très bien écouter quand on appelle un centre d'appel et qu'on n'arrive pas à joindre le conseiller. Pourquoi est-ce que je vous fais écouter cette musique et quel rapport avec le thème que j'aborde? C'est que tout simplement, ce type de musique, il est très probable que dans un avenir assez proche, d'ici 4 ou 5 ans, finalement, ce type de musique, vous n'ayez plus à l'entendre. Et que vous n'ayez plus à l'entendre parce que quand vous appellerez un service client, ce ne sera pas un humain qui vous répondra, ça sera un assistant conversationnel. Et un assistant conversationnel, c'est un robot parlant. Alors, on voit tout de suite, évidemment, l'intérêt pour l'entreprise en termes de réduction des coûts. On voit l'avantage aussi pour le client en termes de disponibilité H24. Mais il y a d'autres atouts, il y a d'autres intérêts éventuellement de recourir pour le client à des assistants conversationnels. D'abord, il y a toutes les chances qu'elles seront conçues comme telles pour être fiables, être extrêmement réactifs. Vous envoyez un mail quand ils vous diront qu'ils le font. Ils vous diront aussi, ils vous donneront le sentiment de vous comprendre. Ils sont toujours de bonne humeur, contrairement aux humains. Ils vous donneront l'illusion, on faisait référence précédemment, ils vous donneront l'illusion d'être empathique. Voilà. Et ils seront conçus finalement pour vous être extrêmement agréables et puis pour vous délivrer une expérience client certainement peut-être de meilleure qualité que celle qui peut être parfois dispensée aujourd'hui. Avec ce risque, cette citation de Serge Tisseron que j'aime beaucoup et dont on a déjà eu l'occasion de discuter, avec ce risque, nous dit Serge Tisseron de nous faire perdre le goût de l'humain, de faire en sorte que demain, finalement, on préfère avoir affaire à des robots plutôt qu'à des humains. Alors, pourquoi j'évoque cette anecdote et ce futur pas si lointain, c'est qu'aujourd'hui, en fait, il y a un scénario dominant qui s'installe dans les esprits, scénario assez consensuel. Quel scénario que j'appelle effectivement Aubry, le point d'ironie, le scénario de la robotisation heureuse. En référence évidemment à la mondialisation heureuse qu'on a bien voulu nous vendre dans les années 80 pour justement faire passer cette mondialisation. Le scénario de la robotisation heureuse, en 2 mots, sans tomber dans la caricature, c'est un scénario qui nous dit que tout va bien se passer. Hein. On n'a pas à s'en faire, parce que demain, les robots vont se contenter des bases œuvres. C'est les fameux 3D en anglais, le dangerous, dirty, dull. Et puis les humains, de leur côté, ils vont pouvoir se consacrer aux tâches à forte valeur ajoutée. Ils vont pouvoir développer leurs soft skills, comme on dit. Ils vont pouvoir développer leur créativité. Ils vont pouvoir se libérer par le travail. Alors vous remarquez, quand on évoque ce scénario de la robotisation heureuse, on dit l'homme libéré, comme si, avec cette majuscule d'en face, comme si c'était un enjeu qui embarquait toute l'espèce. Ce scénario de la robotisation heureuse, il est
très consensuel aujourd'hui, il est très dominant, mais il est aussi très fragile. Je viens de vous évoquer un point de bascule, qui est un moment de bascule. En fait, c'est le jour où on préférera une expérience client délivrée par un robot plutôt que par un humain. C'est un moment de bascule fort qui fragilise fortement ce scénario. C'était ce point. Il y a d'autres points de bascule qu'on peut évoquer. On a listé une dizaine chez Tilt. J'en évoquerai juste deux. Le deuxième point de bascule, on peut l'évoquer en termes de sécurité, avec la voiture autonome par exemple. Aujourd'hui, on se focalise beaucoup sur les quelques accidents qu'il peut y avoir avec les prototypes de voitures autonomes aujourd'hui en développement, en circulation. C'est quand même oublier qu'il y a 1 200 000 tués sur la route chaque année dans le monde, donc victimes de véhicules conduits par des humains. Et il arrivera un jour, alors dans un horizon un peu plus lointain, on est plus à 10-15 ans dans ce cas-là, mais il arrivera un jour demain où on préférera, ou plus exactement, où on sera contraint de recourir à des véhicules autonomes parce qu'ils seront plus sûrs que des véhicules avec conducteur. Et symboliquement, ce moment-là, il sera un moment aussi de bascule fort, parce que ça sera un moment où on sera privé du plaisir de conduite qui a été, vous le savez tous, aussi important, si important dans le développement de l'automobile et de cette civilisation automobile qui a bien caractérisé le XXe siècle. Un autre point de bascule, on peut l'exprimer en termes de fiabilité. Voilà. J'aime beaucoup cette image qui résume tout le propos. Aujourd'hui, un médecin, il a deux activités de tâches, de rôle. Diagnostic et prescrit. Voilà. Il le fait sur la base de son expérience, de sa formation et de quelques 20 ou 30 cas de patients qu'il peut voir chaque jour. Demain, très probablement, les logiciels d'interprétation médicale sont déjà très performants. Par contre, les freins réglementaires sont lourds. Mais demain, il arrivera un jour où ça nous semblera aberrant de se dire qu'on a pu confier sa santé à un humain aussi faillible soit-il. Hein, évidemment, je suis beaucoup plus je suis entre de bien meilleures mains, si je peux parler ainsi, quand je me remets au diagnostic d'un logiciel d'interprétation médicale. Donc, je vous l'ai dit, des points de bascule comme ça, on pourrait en évoquer un certain nombre. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est de se demander pourquoi ce scénario dominant de la robotisation heureuse, il s'impose aujourd'hui avec autant de force et autant de consensus. C'est une réflexion d'ailleurs qui est intéressante. Hein. Il y a des travaux, on pourrait s'appuyer là-dessus, sur des travaux, je pense aux travaux de Michel Foucault, le croisement de la philosophie et de l'épistémologie. On pourrait s'appuyer aussi sur les travaux en sociologie de quelqu'un comme Gérald Bronner, dont l'invention des croyances vient de reparaître, la démocratie des crédules. On pourrait s'interroger sur ce qui fait qu'à un moment donné, on a collectivement une société donnée, dans un contexte donné, a envie de croire à un scénario et d'y adhérer comme cela. Ce que je voudrais faire dans cette dernière partie de mon intervention, c'est de se dire que quand on fait de la prospective, en fait, ce qui est intéressant, c'est surtout de penser contre les évidences, hein, de confronter en fait, les scénarios dominants à d'autres scénarios. Et d'autres scénarios, j'en évoquerai rapidement 3. Le premier ici, vous le voyez, c'est ce que j'appelle le scénario du retour du terrorisme. C'est un scénario noir, c'est le contre-scénario absolu de la robotisation heureuse. Et c'est le scénario, en fait, qui nous dit, demain, c'est pas nous humains qui allons encadrer les machines, mais c'est l'inverse. On va être encadré par des machines qui vont nous contrôler étroitement dans chacune de nos tâches, de nos activités. Ce scénario, on en voit des exemples aujourd'hui. J'en ai juste un, vous savez,
les joueurs de rugby, pendant les matchs, ils portent un petit objet connecté au niveau du cou. Et cet objet, il enregistre en permanence leur performance. Il capte leur constante physiologique. Et l'assistant coach, dans les tribunes, il suit ça sur son ordinateur, et hop, dès que le joueur court un peu moins vite ou a subi trop d'impact, on le sort, on le remplace par quelqu'un d'autre. On peut l'imaginer très facilement ce que ça pourrait donner demain. C'est un scénario noir, évidemment, mais dans le monde de l'entreprise. Un autre scénario facilement imaginable aussi, et tout à fait facile à fonder en raison, c'est ce que j'appelle le scénario soft, le scénario du care. C'est le scénario qui consiste à dire, finalement, le partage va se faire entre la machine qui va s'occuper de tout ce qui peut être digitalisé, mécanisé, industrialisé, processé, et puis l'humain qui s'occupera de l'humain. C'est un scénario qu'à ces théoriciens, on nous dit que voilà, après la société agricole où l'homme travaillait la terre, après la société industrielle où l'homme travaillait la matière, c'est l'avènement de la société digitale où l'homme finalement va être lui-même son propre objet de travail. L'homme va se concentrer sur lui-même. Puis c'est un scénario aussi qui fait sens quand on pense à l'évolution d'un certain nombre de constantes démographiques. En 2040, on sera 30% de Français à être devenus des seniors, dont l'espérance de vie probablement oscillera autour de 95 ans. Et en plus, ce n'est pas un cas, la France, vous savez, on est plutôt bien loti en matière de démographie. Donc c'est un scénario qui peut, à bien des égards, se justifier. Un autre scénario, je terminerai sur celui-ci, c'est le scénario de la fin du travail. La fin du travail, c'est le scénario qui consiste à dire le partage des rôles, il va être simple. Finalement, les robots font tout, les humains font plus rien. Il y aura peut-être des petites poches d'activité qui subsisteront pour quelques travailleurs humains, mais plus grand-chose. Alors, scénario radical évidemment, mais c'est un scénario qui est intéressant parce qu'il suppose que pour que l'économie puisse continuer à tourner, il faille les gens qui payent des impôts. En l'occurrence, ça sera les robots qui paieront des impôts, puisqu'on ne pourra pas imposer des travailleurs humains, et donc ça suppose effectivement une bascule d'une imposition aujourd'hui sur le travail vers une imposition plus centrée sur le capital. Voilà. Je serais heureux avec vous, si j'avais beaucoup plus de temps, d'évoquer d'autres scénarios, vous n'en imaginez pas, mais ce que je voudrais vous dire pour conclure, c'est qu'en fait, quand on fait de la prospective, quand on fait du scénario planning comme on le fait chez TIT, ce qui nous intéresse, c'est précisément de ne pas se contenter d'un scénario, de ne pas foncer tête baissée dans un scénario aussi dominant soit-il, mais de le challenger avec des contre-scénarios, de penser contre les évidences. Et puis finalement, se dire que la meilleure façon de se préparer à l'avenir, d'anticiper l'avenir, c'est de faire la part des choses entre les certitudes et l'inconnu. Entre les certitudes, et il y en a en prospective, tout n'est pas un saut dans l'inconnu. Les certitudes, on en a en termes démographiques, en termes sociologiques, en termes économiques, technologiques aussi. Et puis il y a autre chose qui relève de l'inconnu. Il y a ces 85% peut-être, la fameuse étude d'Elle de l'an dernier, 85% des métiers à horizon 2030 qui n'existent pas encore. Alors finalement, la meilleure façon d'anticiper l'avenir, c'est d'imaginer, c'est de l'imaginer, de faire en sorte que ce qui n'est pas écrit le soit, et le soit par nous-mêmes, de nous-mêmes. Voilà. Je conclurai là-dessus, et puis précisément pour ne pas perdre le goût de l'humain, je vais laisser la parole à Anne-Christelle et à ses invités. Merci Benoît.